Donc moi, je suis Romain Gio, je suis maître de conférence à l'UT de Bordeaux et donc au Labri. Et je sais plus comment on fait pour changer de transparent. Donc je vais pas perdre trop de temps sur les réseaux de neurones profonds. Tout le monde sait qu'il y a un regain des réseaux convolutionnels depuis 2012, principalement grâce à la puissance de calcul GPU, la possibilité de manipuler des masses de données et que ce genre de système permet d'éviter l'extraction manuelle des caractéristiques, qui était un petit peu l'aspect chronophage de la classification avant. Donc c'est utilisé dans différents types d'applications, comme on a pu voir tout à l'heure, hein, comme la segmentation, la classification. On peut aussi générer des données, faire de la réduction de dimensions. J'imagine que tous les jours, on va trouver de nouvelles applications à ce genre de technique. C'est presque agnostique des données parce qu'on peut utiliser des réseaux de neurones profonds sur tout un tas de types de données. À partir du moment où on peut manipuler un tenseur, ça fonctionne, mais ça marche aussi sur des graphes, ça marche aussi sur du texte. C'est facile à utiliser parce qu'il y a beaucoup de bibliothèques qui sont clés en main. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a plus forcément besoin d'être un expert des données. Donc, même si on comprend rien au réseau de neurones profonds, on est toujours capable d'en utiliser. Le problème, c'est qu'il y a pas mal de limites à ce genre de technique. Donc, nous, on a listé ces limites sous la forme de limites techniques, limites légales et limites d'acceptation. Donc, concernant les limites techniques, c'est que les réseaux sont quand même relativement sensibles aux biais dans les données et aux attaques dans les milieux opérationnels. Donc, ça veut dire que ça se généralise pas forcément, quoi, hein. Les réseaux appris vont bien fonctionner avec la base qu'on a utilisée dans un papier, mais une fois qu'on va vouloir l'utiliser dans la vraie vie, on est très très loin de ce genre de performance. Euh, le panneau stop que vous voyez ici, en tant qu'humain, vous êtes capable de deviner que c'est un panneau stop, alors qu'il était modifié de telle façon à ce que le réseau neurone pense que ce soit une imitation à 50 miles, je crois. En tout cas, c'est pas un stop pour lui. Il faut disposer de masse de données pour apprendre les réseaux, d'accord? Plus les années passent, même les semaines passent, plus les réseaux sont gros, plus ils sont gros, plus il y a besoin de données. Et un réseau moderne, c'est clairement pas apprenable avec les ressources qu'on a dans un laboratoire français. Et il y a l'aspect boîte noire. Étant donné que ces réseaux sont relativement gros, on n'est pas capable de maîtriser ce qui se passe dedans. On peut pas dire cette partie-là, elle sert à faire ceci ou cela. Concernant les limites légales, donc je vais pas perdre de temps là-dessus, mais il y a aussi cet aspect boîte noire qui est mis en avant, hein, aussi bien en Europe qu'en France. Et pour schématiser, hein, on n'est pas censé utiliser des outils logiciels lorsqu'on a des décisions à prendre si on peut pas expliquer cette décision. Et on peut résumer en disant qu'on peut pas utiliser dans ce cas-là les réseaux de neurones profonds. Et concernant les limites d'acceptation, il y a encore cet aspect boîte noire qui fait que c'est compliqué d'accepter l'utilisation des réseaux. On n'a aucune garantie sur la prédiction des modèles et ça peut poser des problèmes pour certaines applications type santé, sécurité, véhicules autonomes. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution à ça? Donc, concernant les limites techniques, on peut toujours améliorer les réseaux en, en leur ajoutant en leur ajoutant des mécanismes pour contourner les problèmes. On peut toujours utiliser des plus grosses bases de données. Donc, on peut essayer de contourner ces limites techniques. On utilise tous du transfer learning pour utiliser des réseaux qui ont déjà été préappris. Il y a les réseaux siamois qui ont besoin de moins de données. Enfin, il y a tout un tas de techniques possibles et inimaginables. Pour l'effet boîte noire, il y a ce qu'on appelle Explainable Artificial Intelligence, qui est l'ensemble des techniques pour essayer d'expliquer ce qui se passe dedans et ouvrir cette boîte noire. On peut donner la même réponse pour les limites légales, on peut donner la même réponse pour les limites d'acceptation. Donc c'est quoi ce Explainable Artificial Intelligence? C'est euh, les réseaux de neurones, comme n'importe quel outil d'apprentissage, on est capable de les évaluer avec différentes métriques d'évaluation. On a aussi des outils graphiques tels que les courbes ROG pour les problèmes à deux classes, les matrices de confusion pour les problèmes à plus de classes, mais en aucun cas ça nous explique les raisons des erreurs. D'accord? On va être capable de quantifier la performance d'un système, mais pas les raisons.
Donc, Explainable Artificial Intelligence, le but, c'est d'aller au-delà de ces métriques et d'essayer de donner des intuitions. Pas forcément pouvoir donner la réponse exacte, mais on va guider l'utilisateur pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça marche, pourquoi est-ce que ça marche pas. Et nous, on s'intéresse plutôt à comprendre en utilisant des outils graphiques. Donc, il y a deux communautés qui s'intéressent à ce problème, les communautés d'apprentissage supervisé et les communautés de visualisation d'informations, mais elles ne le traitent pas forcément de la même façon. La communauté apprentissage supervisé va plutôt chercher à utiliser des techniques où ils vont s'intéresser à l'instant, c'est-à-dire à des exemples individuels. Expliquer pour un exemple donné quelle est la raison de la réponse, alors que la communauté visualisation d'information va plutôt avoir une approche un peu plus ensembliste, où on va essayer d'expliquer au niveau du jeu de données plutôt qu'au niveau d'un exemple. Euh, Qu'est-ce qui peut se faire schématiquement, hein, on peut chercher à afficher le réseau ou le graphe de calcul, mais naturellement, hein, c'est pas suffisant. Il y a tout un tas de techniques qui sont utilisables, hein. En général, ça va être utiliser des algos de dessin de graphes. Certains sont spécialisés pour être affichés sur un écran, donc c'est ce qu'on a à gauche, hein, c'est ce que peut proposer TensorFlow pour comprendre le programme qu'il a généré. D'autres vont être spécialisés pour être affichés sur une feuille A4. Donc, on va condenser l'information. Enfin, ce que je voulais dire en mettant ce slide, c'est on est capable de visualiser l'architecture d'un réseau, mais ça ne va pas suffire. D'accord? Visualiser le réseau, ça ne va pas nous expliquer le pourquoi du comment, mais ça va nous aider à voir un petit peu quel type de calcul va être fait à tel endroit du réseau. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs types d'utilisateurs qui vont manipuler donc des réseaux et qui vont avoir des attentes différentes en termes d'explication. Donc dans l'image de gauche, c'est plutôt un outil qui va s'adresser à des non-experts qui veulent comprendre ce que c'est qu'un MLP, j'ai déjà oublié la traduction en français, un réseau qui veulent comprendre le fonctionnement d'un réseau multicouche. Mais donc c'est relativement simple et ça s'adresse donc à des non-experts. Au contraire, l'application de droite, c'est quelque chose qui va être super spécifique, qui concerne une base de données particulière, un réseau particulier, et qui s'adresse à des spécialistes de classification de phase de sommeil de quelqu'un. C'est une application qui ne va pas pouvoir être utilisable dans d'autres contextes, mais qui va proposer tout un tas de vues et d'interactions qui vont être utiles pour les experts dans ce domaine. Donc, c'est pas facile de faire des méthodes explicables assez généralistes. Dans la littérature, ça va être très souvent être appliqué à des cas particuliers. Je vous ai dit que les gens qui sont côté apprentissage vont plutôt tendance à faire des explications qui s'intéressent à un exemple particulier. Donc là, c'est le cas de l'image en haut. Le but de la méthode, ça va être de générer une carte de chaleur sur les pixels de la donnée en entrée pour mettre en rouge les pixels qui ont fortement contribué à la décision et en bleu les pixels qui ont peu contribué à la décision. Donc c'est quelque chose de standard, il y a des tonnes de papiers avec des tonnes de méthodes différentes sur ce genre de choses. Et en bas, c'est plutôt les approches visualisation d'information où on a une représentation qui va afficher l'intégralité d'un réseau de neurones et l'intégralité du jeu de données. Et on va essayer de voir comment les données transitent à l'intérieur du réseau de neurones pour voir s'il y a certaines zones du réseau où il va être capable de combiner des données qui ont des classes similaires, ou au contraire, s'il va se tromper, s'il va séparer des classes qui sont similaires. Individuellement, chacune de ces approches n'est pas forcément intéressante. Il faut, à mon avis, chercher à, à fusionner l'approche qui est en haut et l'approche qui est en bas, parce que les deux ensemble apporteraient plus d'informations. Ces techniques-là sont ainsi utilisées pour simplifier les réseaux. Tout à l'heure, je vous ai un petit peu parlé de transfer learning. Donc, en général, on va utiliser un réseau qui est relativement gros, qui a été appris sur une base qui est très grosse, et on va l'utiliser dans un contexte beaucoup plus simple. Donc, on se retrouve à avoir un modèle qui est énormément compliqué, beaucoup plus compliqué que ce qu'il devrait. Et il y a différentes approches visuelles qui ont été faites pour aider à simplifier les réseaux. Donc, dans l'image de gauche,
le but, c'est pas réellement de simplifier le réseau, mais c'est de détecter pendant l'apprentissage s'il y a des moments où les filtres vont converger. Donc, c'est-à-dire que c'est bien, c'est-à-dire que les filtres, au fur et à mesure des époques, ils cherchent à détecter la même chose. Donc, c'est assez positif, c'est-à-dire qu'on est en train de terminer l'apprentissage. Il va aussi permettre de détecter le contraire, si les filtres divergent, c'est-à-dire que un filtre à une certaine époque, il va détecter un certain type de motif, alors qu'à l'époque suivante, il va essayer de détecter quelque chose qui a rien à voir, et idem à l'époque d'après. Donc là, on pourrait se dire, bon, bah, on a trop de filtres, il faudrait en enlever. Celle de droite, c'est un outil plus complexe qui va prendre en entrée un réseau qui a déjà été entraîné. Le but du jeu, c'est, à l'aide des interactions, d'essayer d'identifier les zones qui servent à rien dans le réseau pour les enlever. Euh, comprendre le réseau, c'est pas suffisant pour comprendre les performances. Il faut aussi maîtriser son jeu de données. Donc c'est nécessaire. Donc il est aussi nécessaire d'avoir des outils, hein, pour analyser les jeux de données et comprendre comment ils sont organisés. Donc, dans l'image de gauche, j'ai mis un imprimé écran d'un outil qu'on a fait il y a plusieurs années pour nous aider à identifier des erreurs d'étiquetage dans une base de données. Et à droite, c'est un outil qui est utilisé pour essayer de détecter des biais dans les bases de données. Parce que si on a des biais dans les bases de données, ben, il y aura forcément des soucis dans l'apprentissage du réseau, puisqu'il va nécessairement être biaisé. Donc, au Labri, il y a plusieurs personnes qui vont travailler sur ce genre de problématiques, dont je vais montrer quelques extraits, hein, mais il y en a d'autres. On fait des travaux sur la projection de données. Donc, c'est assez typique, hein, dans les travaux de Explainable Artificial Intelligence d'utiliser Tisney ou UMAP pour projeter le jeu de données dans un espace 2D avec un nuage de points. Ce genre d'approche a pas mal de soucis, parce qu'on perd de la place, il y a plein d'espaces vides, et puis il y a aussi des points qui se superposent, donc on ne voit pas les endroits qui sont trop denses. Donc nous, on essaye de mettre en place une méthode, on utilise une grille où on est sûr d'utiliser 100% de l'espace sans avoir de superposition de points. On travaille aussi sur la simplification de réseaux de neurones, donc trouver les bonnes interactions pour guider un utilisateur, pour qu'il identifie les parties inutiles dans un réseau et que ça l'aide à le simplifier. On travaille aussi sur les méthodes qui mettent en avant les caractéristiques d'entrée qui ont fortement contribué à la réponse finale. Il y a pas mal d'actions pour l'explicabilité qui étaient faites au Labru. Donc, il y a plusieurs collègues qui sont identifiés comme intéressés par ce genre de technique. On a différents événements qui sont organisés, entre autres aussi par Laurent et Aka. Donc, je me rappelle plus si vous avez dit qu'on avait un séminaire au Labri, mais il y a également dans ce séminaire des présentations qui sont spécifiques à l'explicabilité. On a organisé un workshop sur l'explicabilité à ICPR. Il y a une journée spéciale au GDRISIS sur l'explicabilité. On a commencé à avoir pas mal de publications sur l'explicabilité également. On va essayer d'organiser une session spéciale sur l'explicabilité à la conférence ICPRAI, où on veut faire en sorte que le comité de programme soit constitué pour moitié d'experts en visualisation et pour moitié d'experts en apprentissage, pour favoriser des travaux qui mixent les deux communautés. Et dans le même état d'esprit, il va y avoir une journée commune entre un GDR plutôt orienté apprentissage, un GDR plutôt orienté visualisation. Donc, dans le futur de l'interprétabilité, aujourd'hui, les techniques utilisent beaucoup donc, dans la côté visu, hein, dans le côté visu, on va surtout réaliser des applications, des grosses applications avec tout un tas de vues, tout un tas d'interactions. Et côté apprentissage, ça va plutôt être des méthodes mathématiques qui vont générer des cartes de chaleur. Il y a très peu de travaux qui génèrent du texte qui donnent les informations pour aider à comprendre. Et nous, on pense que c'est quelque chose qui est important parce que lire du texte, ça va être moins ambigu qu'essayer d'interpréter une image. Lire du texte, c'est plus simple que de se former à utiliser une application qui est ultra compliquée et qui demande des heures de formation.
On pense aussi qu'interprétation et explication devraient être co-occurrents. Alors, j'ai pas trop expliqué la différence que je fais entre les deux, mais pour moi, interprétation, c'est ce qui va s'appeler dans la littérature post-hoc analysis. C'est on a notre réseau qui nous a donné un résultat, on va essayer de deviner pourquoi est-ce qu'il a donné ce résultat. Et explication, pour moi, c'est plutôt le réseau qui, en plus de son résultat, indique pourquoi est-ce qu'il a donné ce résultat. Donc, ça fait partie intégrante de son processus. Je ne vais pas parler du dernier point. On pense que c'est nécessaire vraiment d'augmenter les collaborations entre les communautés visualisation et apprentissage, que les experts de données travaillent avec les experts des modèles, qui travaillent avec les experts d'analyse en visualisation de données, et ça doit se ressentir dans les call for paper pour les différents papiers des autres communautés. Il y a très peu de travaux qui essayent d'intégrer des informations de type sémantique dans les interprétations, et on pense aussi que c'est important. Les cartes de chaleur, elles vont nous indiquer, dans le cas des images, les cartes de chaleur vont nous indiquer les pixels qui sont utiles pour la classification. Mais ça ne va pas nous apporter plus d'informations que ça. On ne va pas savoir quel est le type de ces pixels ou pourquoi ces pixels ont été choisis. Et on pense que les notions de sémantique, notamment avec les autologies, peuvent aider dans ce sens. Et les interprétations doivent aussi être dignes de confiance. Et aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le cas. Alors, on génère des belles cartes de chaleur, mais je ne sais pas si elles sont encore trustable, dignes de confiance, j'imagine c'est le mot en français. Ok, donc pour finir, les réseaux de neurones aujourd'hui remplacent de plus en plus les autres techniques dans tout un tas d'applications, mais ils souffrent de l'aspect boîte noire, malgré leurs besoins d'interprétabilité. Et la visualisation, c'est un des outils pour apporter cette interprétation. J'en ai pas trop parlé, parce que je suis allé assez vite, mais dans la communauté visu, on va trouver des tonnes et des tonnes d'outils. Enfin, à chaque fois qu'il y a un papier, il y a un outil qui est derrière, mais bon, ça reste des prototypes qui sont difficilement utilisables dans la vraie vie, quoi. Il y a très peu d'outils qui sont utilisés de façon industrielle, malgré leur complexité. Et dans le futur, donc, comme je disais, il faut qu'on apporte de la sémantique aux explications et qu'on favorise les collaborations entre les communautés visualisation et application. Donc j'ai fini, je suis prêt à répondre aux questions. Merci. Donc s'il y a des questions, vas-y Cédric. Ouais, merci Romain pour ta présentation. Juste un point, parce que ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure. J'aimerais ton point de vue là-dessus et peut-être aussi celui de Laurent par rapport à ce qu'il disait avant dans la présentation de la chaire. J'ai le sentiment que la différence entre explicabilité et interprétabilité n'est pas toujours très claire et que les deux termes sont utilisés de manière parfois interchangeable, parfois radicalement différente suivant les auteurs et suivant les papiers. Alors, est-ce que c'est juste moi qui ne comprends pas la littérature IA, ce qui est très possible parce que c'est quand même pas mon domaine immédiat, ou est-ce que vous avez le même sentiment que moi? Non, ouais, moi j'ai le même sentiment, parce que il y a plusieurs papiers qui donnent leur définition, ce sont pas toujours les mêmes, et même quand je parle avec les collègues du Labri, on n'a pas forcément la même vision. Donc je pense qu'aujourd'hui, euh, personne n'a imposé Ouais. sa définition. Donc moi, celle que je disais tout à l'heure quand je voulais faire la différence entre interprétabilité et explicabilité, je pense pas que ce soit les visions principales. Je pense qu'il y a pour beaucoup de gens, c'est la même chose. Après, il y a peut-être un souci en anglais. Peut-être qu'en anglais, la différence entre interprétabilité et explicabilité est plus faible qu'en français. Enfin, Je sais moi, pas. historiquement, j'avais une hypothèse, mais en fait, elle tient pas à la lecture des papiers. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais l'impression qu'interprétabilité, ça faisait référence à la théorie des modèles. C'est-à-dire qu'en gros, on a un modèle qui est interprétable à travers d'autres modèles. Et auquel cas, je voyais bien ce que ça voulait dire. Et en fait, dans pas mal de papiers, j'ai l'impression que explicabilité se transforme en interprétabilité en ce sens de théorie des modèles. Donc, je ne sais pas trop, en fait. Théorie sémantique des modèles, hein, je veux dire. Ouais, en tout cas, je peux pas donner une définition où tout le monde est d'accord à 100% dessus. Ok, merci. Elle existe peut-être et je suis pas tombé dessus, hein. Elle nous échappe tous les deux alors. Alors moi, je mettrais quand même une dose de causalité quand même dans Ouais, l'explicabilité, alors que dans l'interprétabilité, c'est plutôt du calcul.
Je sais pas, il y a quand même, comme tu dis, le passage au modèle avec un processus automatique qu'on est capable de prouver, quelle que soit sa complexité quelque part, j'ai envie de dire. Alors peut-être pas en visu, je ne sais pas. Alors que explicabilité, tu as quand même envie de trouver la causalité principale. Ouais, quand même, ouais, je sais pas. Moi aussi, je pense qu'il y a Raison. une différence entre les deux, mais et je pense qu'expliquer, ça veut dire identifier des mécanismes causaux ou des patterns causaux qui permettent de rendre compte en fait des différents, alors soit sous-modules, soit aspects du mécanisme ou parties de l'algorithme qui collaborent pour parvenir au résultat final, quoi. Mais on en est très très loin. Hein, Ouais, c'est clair. En Parce tout cas, que, sur les réseaux de neurones, ouais, c'est clair. mais c'est vrai, tu vois, en fait, les cartes de chaleur là, sur les photos, je trouve que ça, j'ai toujours trouvé ça fou. En fait, quand ils disent, ils te mettent une photo avec un chat en disant, regardez, il a bien trouvé que c'était un chat parce qu'il a vu que c'était des oreilles. Dans la vraie vie, on ne fait pas comme ça, quoi. Et donc, et si on nous montre une photo d'un chat, on verra que c'est une photo, quoi. Donc, enfin, ouais. Donc, ça m'a jamais, comment dire, convaincu, quoi. Je pense que quand même, ouais, bon, après, c'est des discussions de comptoir un peu, mais tant que les IA vont pas pouvoir, disons, agir sur le monde pour observer ce qu'elles ont envie d'observer, pour vérifier les inférences qu'elles font, on aura du mal à faire. Tant qu'elles observent et qu'elles n'agissent pas, euh, pour mettre, enfin, comment dire, pour confronter ce qu'elles ont décidé du modèle du monde pour voir si c'est compatible, euh, ça va être difficile. Donc, Après, il y a quand même beaucoup de choses qui, on va dire, qui existent depuis 2010. mhm. C'est peut-être aussi trop récent pour que ce soit fait de façon sérieuse. D'accord? Qu'il n'y a Non, pas mais encore eu personne s'est mis d'accord sur comment évaluer ce genre de choses. D'accord? Les cartes de chaleur, elles sont toujours évaluées de façon différente. ouais. Je relis aussi un des papiers dans la communauté IHM. J'ai lu beaucoup de papiers qui disent que ces méthodes ne fonctionnent pas. Je ne sais pas s'ils ont été acceptés ou pas, mais il y a beaucoup d'études qui disent que les résultats peuvent être contradictoires aussi. Et j'ai pas dans la communauté apprentissage, j'ai pas vu ce genre d'évaluation. Mais c'est le début, hein, ça, c'est clair. Hein, mais je pense, ouais, bon. En fait, il y a plein de discussions, plein de choses à faire. Dans la chaire, Du- on aura peut-être de l'argent pour se voir et discuter, et dans le réseau régional aussi, donc on n'a pas fini d'en discuter, quoi. Ça serait bien. Voilà. Il y a des Donc, questions dans le chat. ah, bah vas-y, pardon. Attends, j'ai pas. Le mécanisme d'attention prospère. Voilà. Et effectivement, l'attention est la propriété d'explication. Est-ce que tu as des choses à dire sur le lien avec les mécanismes d'attention qui Et je effectivement... pense que les mécanismes d'attention, ils pourraient justement aider à l'aspect explicabilité du modèle, où c'est le modèle en même temps qui fournit sa réponse, euh, bah, il fournit la carte d'attention qui va avec. Mais après, je ne sais pas s'il y a le serpent qui se mord la queue, parce que cette carte d'attention, elle est générée à partir de poids. Ces poids, ils ont été appris. Euh, il va peut-être faire l'attention sur les oreilles, mais est-ce que c'est Est-ce que c'est vraiment là du où il faut... chat? Est-ce que c'est, il y a pas la sémantique qui est derrière. Il manque toujours l'aspect sémantique en fait avec ces cartes d'attention seules. Mais dans la communauté visu, j'ai pas le souvenir d'avoir vu de papier euh, qui cherche à utiliser les cartes d'attention. Alors, je suis peut-être passé à côté, hein. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire Mais je pense que, non ouais, plus. mais je pense que quand tu dis dans ton futur associer plus de sémantique, bah, c'est résoudre l'IA. Hein. Enfin, c'est la sémantique, elle est donnée par l'humain. Hein. Et donc, mais tu as raison, hein. Enfin, ce serait bien, mais c'est un problème. Alors, il y a une autre question, Philippe Herman. Mais Philippe, si jamais tu es là, faut pas hésiter à prendre la parole aussi. Donc, sinon, je vais la lire. Est-ce que vous développez des modèles de visualisation de rapport coût-pertinence des réseaux? Est-ce qu'il y a des utilisations industrielles? Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir vu des papiers visu qui essayent de faire ça. Souvent, ce qui est regardé, c'est enfin, pertinent. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Si c'est peut-être pas forcément en lien avec l'accuracy. Et coût, c'est le coût de calcul. En tout cas, j'ai pas connaissance de travaux qui essayent de faire le lien entre
coût de calcul et performance des réseaux. Mais par contre, les outils qui cherchent à simplifier les réseaux vont peut-être dans ce sens-là. Le coût, il va être exprimé en nombre de calculs par seconde. Il faut chercher à faire le réseau qui fait le moins de calculs possible en ayant le moins de pertes possible dans la reconnaissance finale. Bon, cela dit, simplifier un réseau, des fois, on gagne en perf aussi. Mais ça, c'est le mystère de la généralisation. Tu veux généraliser, tu veux pas apprendre par cœur, quoi. Donc, plus tu simplifies, plus tu généralises, quoi. Donc, ouais, tu as raison. C'est souvent... Ok, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon... Il y a quelqu'un qui lève la main? Ah, d'accord, bah, il faut prendre n'hésitez pas à prendre la parole. Hein. Moi, je ne vois pas de main levée, là, mais ok, ah oui, c'est là. Oui, bonjour, je m'appelle Léo. Je suis doctorant en première année au labo de l'ERISA à Rennes. Tout d'abord, je vous remercie pour une belle représentation. Et j'ai juste une petite question. Désolé, je suis en début de ma thèse, de la recherche, donc peut-être la question est un peu naïve. Mais lorsque vous avez abordé sur la notion de la notion de sémantique dans l'interprétation, dans l'interprétabilité des modèles, comment vous pouvez définir la notion de la sémantique? Parce que j'imagine que enfin, pour expliquer à un non-expert ce qu'il s'agit, le pixel, euh, pour les différentes personnes, pour les différents profils, on doit porter des différentes explications, j'imagine, Oui, derrière. bah, je pense que c'est un problème ouvert. Hein. C'est pour ça que j'ai mis que c'est dans le Ouais, futur. la Aujourd'hui, définition. je sais pas comment le faire. Et pour moi, Ok, ça serait pas une solution d'utiliser un autre réseau de neurones pour faire de la segmentation des images et dire ça c'est un morceau d'oreille, ça c'est une banane, ça c'est du verre pour aider. Donc je sais pas comment répondre à cette question-là d'accord, aujourd'hui. En tout cas, c'est sûrement pas d'accord. en Mais c'est une utilisant idée très d'autres réseaux parce intéressante. que ça risque Alors, d'avoir le même souci. ce qui est possible, bon, Meguin est là, je ne sais pas si elle a, des fois on est là et on n'est pas là, mais notamment quand mettons qu'on travaille sur des ontologies, si tu veux, dans une ontologie, un nœud dans une ontologie, ça a du sens en fait. Et donc, si jamais tu raisonnes ou tu mappes une ontologie de description de l'image sur l'image, euh, peut-être que là, tu mets du sens, quoi, tu vois. Euh, et de la même manière, l'apprentissage non D'accord, supervisé peut être vachement intéressant aussi pour mettre du sens, c'est-à-dire qu'automatiquement, il y a des choses qui émergent en fait. Et donc, si à partir de milliards ou de milliards d'images, on mappe des ontologies, et voilà, en fait, il y d'accord. a une Du émergence de coup, sens. la sémantique ici, on va essayer à faire l'apprentissage multimodal dans lequel on va faire croiser l'image et l'ontologie, le réseau ontologie, pour faire en sorte faire apparaître des notions derrière. Tout à fait. Ce qu'ils ont montré, D'accord, c'est que dans les apprentissages multimodaux, où tu as des images, du son, du texte, eh ben, il y a des neurones, il y a des groupes de neurones qui ont le même sens. Donc ça, c'est assez fascinant, c'est qu'automatiquement, à l'intérieur du réseau de neurones, il y a des grappes de neurones qui veulent dire c'est une tête, que ce soit du texte ou des images en entrée, quoi. Donc d'accord, voilà, il est là, hein, intéressant, il est peut-être quelque part hein, dans les neurones. Hein. d'accord. Merci pour la Peut-être aussi, est-ce réponse. que je peux dire une petite chose, peut-être en complément, Caillou? Vas-y, Caillou. Peut-être aussi on pourrait regarder du côté de l'utilisateur et lorsqu'il parlait des profils, c'est aussi avoir une sorte de modélisation de l'utilisateur et que l'explication qui est donnée soit en fonction de justement ce profil. Est-ce que je vais donner plutôt une explication très technique parce que c'est quelqu'un qui est dans le monde des images et comprend la notion de pixel, ou est-ce que je vais donner plutôt une explication. Enfin, en tout cas, prendre en compte le fait que j'ai modélisé un utilisateur pour lui donner une explication qui est peut-être adaptée. Ouais, je pense aussi que ça fait partie du futur et j'ai connaissance que d'un seul papier qui allait dans cette direction-là. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire dans ce sens-là.